C'est avec notre bâton de pèlerin que nous partons à la découverte d'un petit bout de l'Inde. Il ne s'agit pas de l'Inde des Maharajas, ni de celle des somptueux palais. Il ne s'agit pas de l'Inde des grandes villes surpeuplées, ni de celle parcourue au pas de course par les tour operators. L'Inde que nous cherchons à rencontrer est plutôt celle des petites choses, des petits riens de la vie quotidienne des gens qui vivent dans la montagne. C'est celle qui s'offre à nous au rythme lent de la marche à pied. Depuis Delhi, il nous faudra rouler toute une nuit en train et plusieurs heures en jeep pour atteindre Almora, chef-lieu du Kumaon, au nord-est de Delhi, à la frontière du Népal et du Tibet. Région du sud himalayen, le Kumaon se caractérise par des massifs très boisés, de pins, de cèdres, de rhododendrons et des terres cultivées en terrasse et irriguées pendant la saison sèche grâce aux eaux des torrents descendant de la montagne. Binsar. Binsar n'a rien d'un village, c'est la forêt, et s'il figure sur la carte, c'est parce qu'il fut le lieu de résidence de l'administration anglaise et qu'aujourd'hui, Binsar est reconnu comme sanctuary, c'est-à-dire comme réserve naturelle qui abrite encore des léopards, des tigres et même quelques ours. Le conducteur de la Jeep nous débarque en pleine forêt, nous voilà seuls, perdus, au bout du monde. Mais après quelques pas hésitants, quelqu'un vient à notre rencontre, nous voilà rassurés et le sentier nous conduit chez les Datta. La fatigue du voyage ne nous empêche pas d'être immédiatement séduits par l'ambiance toute particulière qui règne ici. L'endroit est silencieux et chaque son communique au silence une saveur intense. La lumière change d'un instant à l'autre et le vert se décline à l'infini. La propriété des Datta fut au temps des Anglais la résidence d'un haut fonctionnaire. La maison était construite il y a quelques 200 ans sur une des 3 collines du domaine à 2400 mètres d'altitude. Les versants de ces collines gardent encore aujourd'hui la marque des jardins de thé d'autrefois. Ces terrasses sont accueillies par la suite des milliers de pommiers et de poiriers, un immense verger exploité par la famille Datta. Aujourd'hui, les fruitiers ont disparu et leurs quelques vaches entretiennent ces terrasses transformées en verts pâturages. Les Datta vivent ici au milieu de la forêt, sur les contreforts des Himalayas à plus de 2400 mètres d'altitude, loin de tout centre habité, c'est-à-dire à 30 km de la ville Almora, le premier marché. Pas de route carrossable, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de téléphone, rien de toutes ces choses si familières et si indispensables à notre quotidien. Ici, l'eau doit être puisée dans un puits au bas de la colline et acheminée jusqu'à la maison au sommet de la colline. L'éclairage se fait à la bougie et depuis peu, les panneaux solaires permettent de prolonger la lecture du soir. Ici, au bout du monde, tout a une odeur et une saveur. Chaque chose remplit la fonction pour laquelle elle existe. Chaque chose est respectée et chaque chose donne le meilleur d'elle-même. Ici disparaît le futile et l'insignifiant. Bien que loin de tout, les Datta ne sont pas du tout coupés du monde. Ils lisent énormément, échangent un nombreux courriers avec le monde entier, accueillent avec plaisir les amis qui viennent se ressourcer dans ces lieux. Monsieur et Madame Datta sont des personnes que l'on peut vraiment qualifier d'extraordinaires. Elle, Marie-Thérèse Dominé, est belge et wallonne. Elle vit depuis plus de 40 ans en Inde
Lui, son mari, Vivek, est indien, issu d'une famille de brahmanes et philosophe. Marie-Thérèse, après avoir consacré quelques années de sa vie aux lépreux du sud de l'Inde, a sillonné pour le compte de l'UNESCO et à la demande d'Alain Danielou les campagnes indiennes pour enregistrer les musiques et chants des paysans au travail. Vivek, le philosophe, est un homme qui impressionne par son silence, sa présence et sa force intérieure. Ses réflexions et recherches philosophiques, il ne souhaite pas spécialement les publier. Il préfère ne rien figer, car la pensée est quelque chose en perpétuelle évolution. Elle s'enrichit chaque jour des questions, points de vue, réflexions des autres chercheurs, qu'ils soient à leur tour philosophes, écrivains ou simples mortels. J'ai loué cette maison et sur l'autre colline, là, habitait mon mari, qui n'était pas la maison de maintenant, mais c'était la maison d'hôtes des Anglais qui avaient fondé cette estate. Et alors un jour, j'ai rencontré mon mari qui revenait d'Almora. Et je lui ai dit, écoutez, vous revenez d'Almora, on s'est présenté, je lui ai dit, venez donc prendre un café. Et voilà, le café, c'est le café fatal. Parce que j'étais en train de lire Saint-Jean de la Croix, que j'ai encore là sur ma table, comme par hasard. Et il m'a dit, ah, vous lisez Saint-Jean de la Croix? Ben, je dis, comme autre chose. Alors voilà, Saint-Jean de la Croix nous a amené à une sorte de discussion philosophico-mystique. Et c'est comme ça qu'on est tombés un petit peu amoureux l'un de l'autre. Et un beau jour, nous étions assis sur ce petit promontoire-là, sous le grand chêne. Et il m'a demandé, est-ce que je peux vous demander de m'épouser? J'ai dit, écoutez, je vais réfléchir. Et la jeune fille a réfléchi, et la jeune fille a dit oui. Et de cette union est née Mukti, leur fille. La vie quotidienne à Binsar se vit avec joie, conscience et acceptance, dans une réelle célébration du quotidien. Ici, nous disait Marie-Thérèse Datta, on cherche à se retrouver, à retrouver son soi, à retrouver une sorte de pilier intérieur absolument solide, autour duquel tout passe, tout tourne, sans guère vous perturber. On cherche à être là, vraiment là, de plus en plus là, sans rien faire d'extraordinaire. Préparer la popote, se promener dans la forêt, écouter les oiseaux, regarder les montagnes, recevoir des amis. Être là, sans masque, être vrai, être soi. Pour faire son marché, il fallait descendre à Almora, c'est-à-dire à 14 000. On partait le matin et on revenait le soir avec des coulis. Maintenant, bien sûr, il y a une route plus ou moins accessible. Elle est à peu près à 3 km. C'est parce que vous avez calculé, oui, à peu près à 3 km. Et alors, la voiture de ma fille monte jusque-là pour nous déposer, si besoin en est. En route pour Almora, où Marie-Thérèse nous fera découvrir quelques aspects du travail entrepris par Mukti, sa fille, pour venir en aide à la population de sa région. Éduquer, soigner, procurer du travail aux femmes, tels sont les objectifs que Mukti s'efforce d'atteindre et pour lesquels elle a recours à toutes ses compétences, à ses nombreux contacts et relations et à tout son enthousiasme. Après avoir créé des écoles pour filles de niveau primaire et secondaire,
Mukti concentre toute son énergie à la réalisation d'un projet médical de grande envergure. Il s'agit de construire et équiper un hôpital de tout premier ordre et d'installer dans les campagnes les plus reculées des dispensaires qui fourniront les premiers soins aux malades et traiteront les lépreux dès l'apparition des premiers symptômes. C'est la chose terrible pour la lèpre. Ils ne se font jamais soigner ou très rarement soigner au début de la maladie. Ils se cachent en espérant que ça ira mieux, puis ça empire, ça empire. Et quand ils se présentent, c'est trop tard. Tout ce qu'on peut, c'est les blanchir, mais alors ils n'ont plus de doigts. Il y a des femmes qui tissent et qui ont des moignons. Et elles tissent quand même. Quand on vit en Inde, on voit beaucoup de misère. Et on voit beaucoup d'égoïsme, de temps en temps, des personnes qui sont vraiment charitables, ouvertes. Pas charitables, je n'aime pas, Mukti non plus n'aime pas ce mot charité, mais des personnes qui, elle ne dirait pas non plus se dévouent, parce qu'elle n'a pas l'impression de se dévouer non plus, qui travaillent pour les autres. आप भी वहाँ काम करते हैं? कितने आदमी काम करते हैं? बहुत आदमी करता है। बहुत आदमी कितना? 30, 40? हाँ ऐसे ही 30। 30-40 personnes. आज तो बारिश नहीं है कम से कम, hein? Ce sont des ouvriers devant l'hôpital. C'est sur une colline d'Almora, don du gouvernement indien, que l'hôpital sera bientôt opérationnel. Plusieurs spécialistes y exerceront leur art et médecine moderne et traditionnelle y collaboreront étroitement. Il y a ce projet médical que vous avez vu, ce projet médical, c'est celui-ci, plus des dispensaires dans des villages un peu lointains pour les premiers soins, disons, comme le petit dispensaire que vous avez vu, en avoir comme ça plusieurs, plus loin que l'hôpital, et l'hôpital sera un encart s'il y a vraiment de grands malades, parce qu'il y aura des spécialistes et des machines que vous savez, et puis il y aura les consultants qu'on peut appeler des lits. On connaît déjà les consultants qui ont accepté de venir, un cardiologue, un spécialiste, entérologiste, et puis il y en a d'autres, un dentiste. Le projet médical est financé par la fondation d'Aniké, présidée par Dina Kay, la fille de l'acteur hollywoodien. Dina Kay, impressionnée par la démarche de Mukti, par son dynamisme et le sérieux de ses réalisations, lui a octroyé les fonds nécessaires. Et une branche de la fondation d'Aniké fonctionnera très bientôt à Almora. Mukti s'est efforcé d'offrir à la femme un travail qui la valorise et fait d'elle un facteur important de développement. Travailler dans les ateliers de Mukti permet non seulement de gagner un salaire juste et correct, mais aussi d'apprendre et de développer ses capacités. Plus de 800 femmes, à l'allure très soignée, sont occupées dans ces locaux propres, lumineux et bien ventilés, où des techniques traditionnelles ont été remises à l'honneur. Ici, les femmes renouent dans la bonne humeur avec tout un savoir-faire qui, sans elles, risquerait de disparaître. Sur des métiers rudimentaires, les femmes réalisent des pures merveilles, des châles en pashmina dont la douceur, la légèreté et la chaleur
sont inimitables. Travaillent côte à côte des femmes mariées et des jeunes filles. La femme mariée se reconnaît à la raie rouge tracée dans ses cheveux et au collier noir et or qui orne son cou. Il n'y a pas que des châles pashmina qui sont réalisés ici. Il y a aussi des tapis et des écharpes tricotées avec de la laine ou avec une fibre végétale dont la technique de transformation n'était plus connue que par quelques rares népalaises. Et Mukti n'a pas hésité à les inviter à Almora afin qu'elles puissent transmettre leurs connaissances aux femmes de ces ateliers. La production de tapis dans toute l'Inde du Nord connaît un essor considérable. Et si pour faire des nœuds, on a recours à de petites mains souples, il faut faire remarquer qu'aucun enfant ne travaille ici dans les ateliers, à l'inverse de ce qui se passe très souvent ailleurs dans ce pays. Avant de se retrouver dans les boutiques de luxe d'Europe ou des États-Unis, les châles lavés et mis à sécher à l'ombre sont soumis à un contrôle de qualité très sévère. Après quoi, ils recevront leur marque d'authenticité, Panchachuli, nom de la montagne aux 5 sommets. La pashmina est une des laines les plus précieuses au monde. Elle provient du duvet d'une chèvre particulière, la changra, et ces chèvres sont élevées par des nomades sur les hauts plateaux tibétains du Ladakh, à près de 5000 mètres d'altitude. Mukti se rend très souvent elle-même chez les nomades pour acheter le précieux duvet et l'acheminer jusqu'aux ateliers d'Almora. Après le passage dans la machine, la laine cardée passe encore entre les mains habiles des femmes qui la débarrassent des moindres petites traces d'impureté. À chaque châle sera épinglée une de ces étiquettes portant le nom et le village de la tisserande. Voilà une bien belle façon de valoriser le travail de chacune. Tricot et bavardage. Panchachuli. Panchachuli, la montagne aux 5 sommets, est nom des ateliers de Mukti. Si les vrais pashminas se vendent aux élégantes de Delhi à environ 4000 francs belges, c'est-à-dire 2 fois le salaire mensuel d'un travailleur, ils atteignent chez nous des sommes étonnantes, 20 000, 30 000 et bien plus encore. « 17 heures. Fin de la journée de travail commençait à 9 heures. Toutes ces femmes, portant leur sari avec élégance, vont regagner leur foyer en bus et puis à pied. Certaines d'entre elles devront encore marcher plus d'1 heure avant d'atteindre leur village.
En cette période de mousson qui s'étale de la fin juin à la mi-septembre, le vert est sans conteste la couleur qui domine le paysage. La végétation atteint partout une rare beauté. Même si les pluies diluviennes provoquent des difficultés de déplacement, de glissement de terrain, avec parfois même ensevelissement des cultures, la mousson est toujours attendue avec impatience et est toujours considérée comme une bénédiction des dieux. Et si pendant 2 mois et demi la terre boit jusqu'à plus soif l'eau tombée du ciel, il faudra pendant toute la longue saison sèche irriguer les cultures, travail vital et fastidieux, mais la récolte est à ce prix. Même ici, en pleine montagne, loin de toute route carrossable, la tradition anglaise est respectée. Ces écoliers en uniforme rejoignent leur école après 1 heure de marche et parfois même plus. Il y a une seule école pour plusieurs villages et elle est toujours située à l'extérieur de ceux-ci. Nous sommes début juillet, les grandes vacances ne commenceront qu'en décembre et dureront 3 mois, qui passeront sans doute trop vite. Nous respirons à plein poumon le vert, couleur de la nature en pleine régénération. Le vert serait inexistant sans l'eau. L'eau, source de vie, de purification, l'eau, source d'énergie, l'eau qui chante, qui coule et s'écoule, l'eau qui se faufile et se cache, l'eau qui se rassemble, l'eau qui se hâte et se précipite, l'eau qui alimente le moulin du village où le blé est moulu. Il faut avoir le pied agile et un fameux sens de l'équilibre pour remonter le gros sac de farine sur ce sentier de chèvre. Ici, chacun s'active au repiquage du riz. Les travaux des champs rassemblent toujours un grand nombre de femmes, aidées par quelques hommes. Pour que le riz puisse bien pousser, les pieds dans l'eau et la tête au soleil, ces femmes passent toute leur journée pliées en deux, les pieds dans la boue, sans rien perdre de leur bonne humeur. Quelques spectateurs au regard admiratif les encouragent. Et quand tout le monde est parti, il reste la vaisselle du petit déjeuner. Le maigre bétail est amené paître sur les pentes des bougales, c'est-à-dire les pentes des hauts pâturages. Le Kumaon n'est pas du tout une région d'élevage. Le paysan possède une vache, un bœuf pour le lait et aider aux travaux de la terre. Moment de silence, de recueillement près du petit temple. Sans la femme, la campagne indienne ne serait pas ce qu'elle est. La femme cultive les champs, s'occupe des animaux, de la maison, élève les enfants. Elle a peu d'ouverture sur le monde extérieur. Quant à l'homme, il tient parfois une petite boutique, parfois un lodge pour les voyageurs, et c'est même souvent lui qui prépare les repas. Autour des maisons et des fontaines poussent de grandes touffes de cannabis. La plante est associée au culte de Shiva, dieu particulièrement vénéré ici. Si l'herbe n'est pas très appréciée par les locaux, elle a toutefois attiré et attire encore à Almora quantité de hippies
à la recherche de paradis artificiels. De nombreux temples dédiés à Shiva ont été construits dans la région dès les XIIe et XIIIe siècles par des hindous shivaïstes fuyant l'envahisseur musulman. Shiva forme avec Brahma et Vishnu la triade hindouiste. Brahma incarne la création de l'univers, Vishnu sa conservation et Shiva sa transformation et destruction. Shiva est au départ de toutes les aventures insensées et de toutes les idées qui brisent la monotonie. Shiva aime danser, il danse la vie, il danse la mort. Shiva et sa compagne Parvati, la déesse ou la grande déesse, expriment la puissance créatrice de l'union des sexes. Le culte de Shiva est lié au lingam, pierre dressée, symbole phallique de la fécondité. Les shivaïstes adorent Shiva aussi sous le nom d'Ishvar. Ishvar est le Seigneur, la divinité unique et universelle. Ishvar est le maître des maîtres. Le nom de nombreux lieux sacrés se termine par une contraction du mot Ishvar, Bageshwar, Yageshwar, Someshwar, Mukteshwar. Encore quelques mots d'histoire. Bien avant l'invasion musulmane, c'est-à-dire bien avant le XIIe siècle, le moyen Himalaya fut conquis par les Aryens, les purs, les nobles. Ce peuple indo-européen s'était, au 5e siècle avant Jésus-Christ déjà, rendu maître de toute l'Inde du Nord. Fort soucieux de ne pas se mélanger à la population à la peau foncée du pays envahi, les Aryens établirent le système des castes. Étaient considérés bien entendu comme hors caste, comme parias, les peuples conquis. On distingue encore aujourd'hui dans la population des gens à la peau claire, les Khazars, descendants des Aryens et pour la plupart propriétaires terriens, et des gens à la peau foncée, les Doms, appartenant au peuplement d'origine et exerçant plus généralement les métiers d'ouvriers agricoles. La journée touche à sa fin. Et avant le repas du soir, place aux chants et aux danses. गजरा लगा के चली थी बाली टूटी चने के खेत में बाली टूटी चने के खेत में ये चूड़ियां खनकती हैं हाथों में मैंने आना न जाना तेरी सात मुंडिया ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया सुनाएगा तू सारी रात मुंडिया मेरे Côté cuisine, ça fristouille. Qu'y a-t-il au menu de ce soir? Du dal, du riz, quelques nanes, quelques chapatis ou bien un tali bien garni? Dans chaque maison, le repas du soir sera bientôt servi.
Le dôme, c'est la Nanda Devi. Hein. À gauche, c'est Nanda Kot. Et le dernier là-bas, les 5 que vous voyez là, c'est le Panchachuli. Entre ça et ça, je ne sais pas tous les noms. Hein. Et après la Nanda Devi vers la gauche, c'est le Trishul Ridge et le Trishul qui dominent. Dernier regard sur la résidence des dieux. Et je pense que nous pouvons dire l'un et l'autre que nous sommes ici très heureux. Sans être heureux parce que l'autre est, être heureux en soi, ce qui est très important.